qui est vendable, c'est ça qu'on appelle innovation, et qui a une valeur ajoutée. Et ils en ont. Et il y en a plein. Et j'ai fait quelques cas, j'ai fait mention de quelques cas dans mon travail. C'est ce que je peux rapporter. Merci. Là, je vois que le temps file, donc il nous reste Christiane et moi. Est-ce que tu as d'autres questions, Christiane? Je voudrais juste peut-être revenir sur la question que tu as posée, la reposer à... Parce que bon, on sait que Valentin, on sent bien que c'est un acteur aussi qui est très impliqué dans son milieu, qui veut vraiment développer le Bénin et puis qui est un chercheur-acteur à la limite, et donc qui suppose évidemment parfois une rigueur méthodologique qui fait foi justement de entre chercheurs et acteurs. Mais j'aimerais revenir à l'aspect recherche, puisque c'est ça aujourd'hui qu'on juge, bien que tu as réussi pendant 7 ans à amener de front ton entreprise, qui est une des entreprises les plus importantes au Bénin, à faire des conférences partout dans le monde, mais tu as réussi aussi à mener ta recherche, je pense, avec rigueur. Et justement, par rapport à la question de Bruno, puis je pense que c'est l'intérêt scientifique aussi de ta recherche, pourquoi l'IPE t'apparaît-elle intéressante à la lumière maintenant de ta recherche par rapport à des concepts plus connus en développement territorial qui sont le district industriel et le système productif locaux? En quoi l'IPE a été un outil d'analyse qui nous a permis, ou qui t'a permis, et qui nous a permis de comprendre mieux ce phénomène, enfin je ne sais pas s'il est nouveau, tu dis qu'il date depuis les années 90, mais en tout cas dans la littérature qu'on connaît assez peu, bien qu'il y a eu d'autres expériences ailleurs dans les pays africains en général. Donc en quoi, c'est vrai que nous, comme je l'ai mentionné justement, très justement Bruno, quand on parle d'industrialisation, on n'a pas tendance à coller ça avec le développement territorial. Au contraire, on dissocie ça. L'industrialisation est vue comme quelque chose qui nuit au développement territorial. Et moi-même, qui a passé 15 ans de ma vie sur une multinationale et voir ses impacts sur le développement territorial d'une région, j'en sais quelque chose. Mais ce qui est intéressant dans ton modèle, dans ce concept d'IPE, c'est justement en quoi ça diffère de cette réalité qu'on a l'habitude de, en tout cas au moins pour les chercheurs en développement régional et en développement territorial, de voir comme quelque chose qui est exclusif, enfin, qui ne rentre pas dans le modèle justement de développement territorial, et en quoi cette forme d'industrialisation a-t-elle été intéressante pour saisir, on va dire, un nouveau phénomène? Merci beaucoup. Ma réponse sera en 2 points. Premier point, et en ce qui concerne l'intérêt de la chose et des aléas de l'IPE, d'abord, le contexte détermine vos choix. C'est l'Afrique. Il n'y a pas d'industrie en Afrique. Il n'y a pas un développement industriel, il n'y a pas une industrialisation en Afrique. Il n'y en a pas. Les politiques ont échoué. Et pourquoi j'ai laissé les modèles tels que les districts industriels et autres qui sont ici, en Occident? Ces modèles, on a vu que, et selon le schéma conceptuel que j'ai présenté dans ma thèse, sont nés de l'environnement industriel des grandes industries. Mais l'IPE, en Afrique, il n'y a pas d'industrie, mais il y a quelque chose qui, ressemblant au modèle déjà connu, tel que les SPL et les districts industriels, nous montrait qu'il y a un impact positif sur la vie des gens. D'où j'ai préféré aller dans ce sens, qui est dans mon contexte, le contexte béninois africain, pour montrer que quelque chose se fait à l'image ou à l'instar de ce qui se fait comme les SPL et les districts industriels. C'est l'intérêt ça. Et pourquoi ne pas aller ailleurs? Ben, je pense que je faisais quelque chose pour mon pays, pour apporter. C'est comme j'étais à une réunion la fois dernière ici, à l'UQAR, on nous a dit que l'UQAR est créé pour le développement régional de la région. Et donc l'intérêt de mon travail, c'est pour dire, mon pays pourrait peut-être ouvrir les yeux sur quelque chose qui est utile et qui peut favoriser. Donc c'est ça qui est l'intérêt qui m'a amené dans
dans ce champ et pour montrer que l'IPE, en matière d'IPE, quelque chose se fait. Et c'est une nouveauté, c'est quelque chose de nouveau que les Ferguères ont révélé, que j'ai essayé de voir aussi, à peu près, et qui pourrait être développé dans l'avenir et qui pourrait intéresser plus d'un. Peut-être les décideurs au haut niveau pourraient voir que tiens, il y a quelque chose qui se fait à la base qu'on peut pousser, propulser, ça va donner des résultats positifs pour le développement territorial. Donc, merci. Finalement, Christiane, tu as piqué ma question que j'avais déjà préparée. Donc, je voulais revenir, juste un mot, je vais faire plutôt un commentaire, puis après, je vais prendre des questions de la salle, ou des salles, parce que ici, je continue, il y a du monde. Et c'est le lien entre, évidemment, ce concept d'industrialisation à petite échelle et le développement territorial. Je trouvais que dans la thèse, le lien que vous essayez de démontrer, c'est peut-être pas assez fort à mon goût. Je trouvais que c'était vite fait. Juste pour donner une idée de grandeur, c'est que sur les 382 pages de la thèse, la partie de restitution des résultats, c'est 96 pages à peu près, une centaine de pages. Ça va vite, là. Il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup d'indicateurs, il y a beaucoup de dimensions qui sont analysées. Et c'est rigoureux par ailleurs. Et pour terminer là-dessus, c'est dire que moi j'aurais aimé, mais ça, chacun a ses manies ou ses intérêts. Dans une thèse, on a une certaine capacité, on a de la place. Maintenant, dans les ouvrages, on n'a pas de la place. Et les fameux acteurs, les 22, 28, vous avez rencontrés, on ne les voit pas bien. Vous ramenez le matériel, vous l'analysez, mais moi, je me serais attendu à ce qu'il y ait un petit peu plus de citations de ces acteurs-là, pour voir dans leurs mots comment ils expriment un certain nombre de réalités. C'est une remarque, je ne vous demande pas de la commenter, c'est une petite observation que je fais en passant, qui n'est pas un défaut de la thèse, mais c'est la manière dont vous l'avez construite de toute façon. Chacun a des attentes. Donc, à ce moment-ci, je vois l'heure qui file, je vais plutôt voir s'il n'y a pas quelques questions émanant de la salle. Et après quoi, je vais demander à la salle de se retirer pour qu'on fasse nos délibérations. Mais je veux donner cette opportunité-là à ce moment-ci. Je continue également, je vois qu'il y a des gens. Non, vous avez le temps. On a prévu des questions, un temps de questions. On a un temps de questions, il n'y a pas de problème. Tu veux poser une question? Oui, vas-y. Il y a quelqu'un ici? Bon, il y a une question ici, une question chez vous, OK? On va commencer à Chicoutimi, ça ne fait rien, Christophe. Allez-y, Chicoutimi. Oui, c'est Hilaire Tchechoupa. Bravo Valentin pour ta brillante présentation. La valorisation de la filière ananas, en tout cas, c'est très intéressant. Je voudrais savoir, notamment dans ta thèse, la valeur nutritive. Et est-ce que, quand tu travailles dans la filière pharmaceutique, est-ce qu'il y a aussi des vertus thérapeutiques? Peut-on diversifier ce facteur-là, plutôt c'est cette filière? Est-ce qu'on peut transformer en tips? Est-ce qu'en médicaments, puis sécher? Oui, comme je ne vais pas parler de moi-même dans ma thèse, bien sûr, ananas a des ressources médicinales énormes, telles pour l'amaigrissement. Et ce qui est au centre, quand on enlève la chair de l'ananas, la tige qui est au milieu, c'est une tige qu'on utilise pour ceux qui veulent perdre le poids. Et donc, c'est possible même que dans l'avenir, que l'on trouve une liaison entre eux et des industries pharmaceutiques pour exploiter cette tige interne de l'ananas, bien sûr. Donc, en dehors de la valeur nutritive, il y a aussi la valeur thérapeutique qu'on peut aussi exploiter. C'est possible. Donc, il y a nutritif. Nutritif. Oui. Nutritif, la valeur nutritive de l'ananas. Oui, l'ananas apporte. D'abord, c'est du glucide et c'est énergisant. L'ananas, c'est énergisant
Et au Bénin, dans toute la cérémonie, vous avez les jus d'ananas. Partout, dans tous les restaurants, c'est jus d'ananas. Et puis c'est des sucres naturels. Ce ne sont pas des sucres raffinés, c'est des sucres naturels qui se digèrent tout doucement. Ce n'est pas comme les autres boissons à base de sucre industriel. Vous prenez, vous sentez que vous êtes gonflé à bloc et tout à coup, vous perdez toute votre énergie. Mais l'ananas, vous prenez, vous avez de l'énergie à long terme. Je pense que tu as bu beaucoup de choses. Il y a des gens qui sortent derrière. Ouais, sûrement. Donc, je voudrais te remercier pour ta présentation, puis souligner aussi l'intérêt. C'était stimulant de vous entendre parler du Bénin, puis notamment de la région. Je me posais la question suite aux questions sur le modèle de l'industrialisation à petite échelle. Oui. De la manière dont vous l'avez présenté un peu tout à l'heure, c'est quand même un modèle qui dérive un peu du grand modèle d'industrialisation, tout ça étant donné qu'il reprend quand même les concepts centrales, qu'il refaçonne un petit peu. Et on connaît bien quand même les critiques du grand modèle d'industrialisation. Est-ce que vous avez relevé quand même des similitudes au niveau du modèle qui est employé, que vous avez employé pour analyser le cas de la filière ananière au Bénin, avec le grand modèle? Est-ce que les critiques qui peuvent se rapprocher des deux situations, ou c'est vraiment un modèle qui est vraiment plus proche de ce qu'on connaît ici en développement territorial, avec les principaux avantages et tout ça? Donc, ce que je trouvais que j'ai moins vu, peut-être, c'est les critiques qu'on préfère à ce modèle d'industrialisation, ce modèle de développement-là qui est celui de l'industrialisation à petite échelle. Dans ma thèse, j'ai d'abord travaillé sur l'éducation à grande échelle. J'ai fait référence aux grands auteurs, les Rostoll, les Jenkins et tout ça là. J'ai fait tout ça là. Et c'est un modèle qui est en rupture avec les modèles fordistes. En rupture en 6 points. 6 points importants. Le premier point, c'est un modèle qui n'est pas sur une production et qui détruit l'homme, qui chosifie l'homme. C'est un modèle qui valorise l'homme, qui met l'homme au centre. C'est un modèle de spécialisation souple. Mais là-bas, ce n'est pas ça. Donc, les grands points, il y a 6 points de différence entre l'autre modèle et ce modèle. Et c'est un modèle qui est porté par les gens à la base, porté par les acteurs à la base. Ce n'est pas un modèle qui s'impose aux gens, c'est un modèle construit par eux-mêmes. Donc c'est un modèle qui est au ras du sol, c'est un modèle qui est rampant. Ce n'est pas un modèle importé, c'est un modèle d'innovation. Parce que la question m'est venue parce que on sait qu'au niveau de la détermination du prix de la ressource, c'est fixé par en haut. C'est un prix qui est imposé aux producteurs qui n'ont pas nécessairement le pouvoir de négocier le prix auquel vont vendre leur ananas selon leur coût de production, oui, par exemple. Donc, je me demandais comment le prix est déterminé. Et puis, dans le cas où un producteur, ses coûts de production dépassent le prix qu'il peut vendre sa ressource, son produit, j'imagine à l'espèce d'organisation qu'il va acheter, qu'est-ce qui arrive avec lui. Puis, parce que c'est dans ces moments-là qu'on voit que le modèle de développement peut potentiellement être néfaste pour le producteur, parce qu'il n'a pas le pouvoir de déterminer son propre prix. Je vois bien ce que vous dites, mais ici, dans le cas de l'ananas, le prix est décidé à la base. C'est ce prix qui est imposé à tout le reste. C'est un prix à la base. Ce sont eux-mêmes. Vous ne pouvez pas acheter l'ananas en dehors d'un prix que le prix qui est fixé par Alada. C'est le prix de la région. Et ils ont des comptoirs de livraison. C'est dans ces comptoirs-là que vous allez acheter l'ananas de Alada. Mais est-ce qu'il y a une structure qui permet, c'est quoi la structure qui permet de déterminer le prix? Est-ce que c'est, je sais pas, une espèce de conseil de producteurs qui sont élus à l'interne, ou c'est vraiment un président qui est, je sais pas, est-ce qu'il y a un modèle particulier qui permet
de voir que c'est vraiment déterminé par la base, ou c'est quoi le mode d'organisation? Oui, certainement. Vous avez vu la place centrale du leader. Il devrait avoir une certaine influence, mais le prix est toujours motivé par le marché. C'est le marché qui fixe souvent le prix. Et donc, le prix entendu dans la région d'Alada, ce prix-là est de la base de ceux-là, et c'est ensemble. J'ai participé un peu, quand j'observais ce que les gens faisaient, j'ai participé un peu comment les choses se déroulent. C'est une démocratie à la base, mais une dictature au centre. C'est une dictature forte avec le leader qui dit non, non, allez quand même pas ici, faites ceci, mais qui ne donne pas les ordres, mais qui s'impose de par sa structure, sa nature, au cœur du système. Et il dépend des autres, les autres aussi dépendent de lui. C'est pourquoi il y a un équilibre. Si les autres laissent tomber les activités, le leader meurt. Si le leader ne participe pas à la transformation, n'influence pas le travail, eux, ils vont aussi mourir. Donc c'est une interdépendance, un certain équilibre. Ben, merci. Je pense qu'à ce moment-ci, je vais convenir que cette période de questions se termine. Ainsi. Et pour les gens ici, vous êtes invités à joindre la salle K450. Hein? Et nous, parce qu'on doit rester ici, le jury. Absolument.